Bonjour, nouvelle chronique de Bifrost que je développe maintenant que la chronique pour la revue a été mise en ligne sur le blog de Bifrost. Donc je vais en rajouter un petit peu plus ici. Le roman en question cette fois c'est Le son du corps de Sarban, je sais pas comment il veut dire, bon on va dire Sarban. En VO, The Sound of His Horn, c'est traduit de l'anglais par Jacques de Tersac avec une préface de Xavier Mauméjean. C'était sorti aux éditions Mnemos l'année dernière, mais le roman date originellement de 1952 et il avait été traduit en français en 1970. C'est assez court, ça fait 185 pages. Le son du corps, tout récemment réédité par Mnemos, est un roman assez curieux, séminal par certains aspects, toujours unique par d'autres. Un roman en tout cas, plus subjectivement, qui avait titillé ma curiosité lorsque j'en avais appris l'existence, il y a de cela pas mal de temps déjà, à la lecture de l'essai d'Éric Béhenriet, L'histoire revisitée, panorama de l'Uchronie sous toutes ses formes, qui lui consacrait quelques pages, même sceptiques, et j'y reviendrai. Ce qui était sans doute indispensable, car l'on qualifie le plus souvent ce bref roman écrit en 1950 et publié en 1952 comme une uchronie, et éventuellement la première du genre à user d'un thème devenu rebattu depuis, la victoire des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui a suffi à en faire une des œuvres les plus célèbres dans ce registre, même si sans doute considérablement moins que Le Maître du Haut-Château de Philippe Cadic, paru 10 ans plus tard, ou encore le Fatherland de Robert Harris, 40 ans plus tard. Et là je plaide coupable, je n'ai jamais lu celui-ci. Pourtant, ce qualificatif d'Uchronie peut prêter à débat. Et Éric Béhenriet, justement, ne le juge pas forcément pertinent pour des raisons qui me paraissent plus ou moins convaincantes. Notamment l'absence de points de divergence clairement identifiés. Mais en a-t-on besoin? J'ai le sentiment qu'en l'espèce, les nazis ont gagné la guerre est bien suffisant. Ou encore le flou du procédé opérant le passage entre notre monde et celui où les nazis ont gagné la guerre, a fortiori envisagé sous l'angle technique. Mais les uchronies pures n'opérant pas tel passage s'en passent fort bien par essence, et les uchronies jouant sur cet effet de bascule ne sont guère plus explicites souvent. Dans cette perspective, le roman dont le statut pleinement uchronique serait ambigu ne relèverait donc pas du genre science-fictif, même en jouant par ailleurs la carte de l'anticipation et éventuellement scientifico-technique. Son ambiance le rapprocherait plutôt de la fantaisie ou du fantastique, qualifié pour la peine de genre par essence réactionnaire. Ouais. Bon, admettons, en mettant le cas échéant l'accent sur la dimension éventuelle de rêve-cauchemar du récit d'Alan Quardillion, Xavier Mauméjean écrit à ce propos des choses intéressantes dans sa préface. Mais finalement, ces catégorisations parfois byzantines sont probablement secondaires. L'essentiel est ailleurs, dans la peur et le dégoût, sensation forte qui tire le roman vers le genre horrifique, pour le coup sans guère d'ambiguïté. Et plus précisément, nous pouvons sans doute parler ici de survival, même si je doute que le terme ait été employé alors, et pourtant au sens le plus strict, puisqu'il s'agit d'une histoire de chasse, à proprement parler. Ce qui apparente le roman de Sarban, par exemple, au film Les Chasses du comte Zaroff, datant de 1932, soit 20 ans plus tôt, mais aussi avant l'arrivée au pouvoir des nazis, et à bon nombre de classiques du cinéma d'horreur américain ultérieur. Mais sans doute faut-il mettre l'accent sur un autre aspect du roman, à s'en tenir à ses considérations de genre, car le récit d'Alwan Quardillion, dans toute son horreur, a en même temps quelque chose d'un fantasme sadien sinon sadique, la forêt de Hackenberg entrant en résonance avec le château de Seeling. De même que ces maîtres nazis répondent aux libertins de Sade, comme le feront en 1975 seulement les fascistes de Salo dans le film de Pier Paolo Pasolini, qui m'a laissé totalement froid par ailleurs, mais ce n'est pas la question. Et c'est bien ce qui pose problème à certains commentateurs, semble-t-il, qui se pincent un peu le nez devant cette dimension du roman. Mais j'y reviendrai plus tard. Quelques mots sur l'auteur, ce mystérieux Sarban, pseudonyme derrière lequel se cache un anglais, du nom de John William Wall, 1910-1989. Un écrivain de science-fiction, ou disons d'imaginaire, un pinaillage sur le genre du son du corps mis à part, son œuvre la plus célèbre et de loin pourtant est la seule traduite en français. Cette réédition chez Mnemos reprend la traduction de Jacques de Tersac pour Opta Galaxy Bis en 1970. Si j'étais mesquin, je noterais qu'une vilaine coquille baladeuse sur la couverture et en page de garde nous donne à 4 reprises le nom erroné Jacques de Tursac. Il faut se rendre à l'évidence, il faut se rendre au copyright et nulle part ailleurs pour que le nom du traducteur ne soit pas ainsi écorché. Oups, je l'ai noté, c'est que je suis mesquin alors. Quoi qu'il en soit, Sarban n'a guère livré autrement que 2 recueils de nouvelles fantastiques et quelques récits en su rares. John William Wall était avant tout un diplomate britannique, qui a passé l'essentiel de sa carrière au Proche et au Moyen-Orient, y compris semble-t-il durant la Seconde Guerre mondiale. Il n'a donc pas directement connu la guerre en Europe, et l'expérience du héros dans les camps de prisonniers allemands relève purement de son imagination. Notons toutefois qu'il n'était pas totalement détaché des considérations militaires, car il a aussi travaillé pour les services de renseignement britanniques, mais après la guerre seulement, semble-t-il.
Toujours est-il que le roman, So British, débute avec une aimable et spirituelle conversation dans un salon feutré au coin du feu. Les Alliés ont remporté la guerre il y a quelques années à peine, nous sommes semble-t-il en 1949, et elle paraît déjà bien lointaine à certains, faut-il croire. Toujours est-il que les convives badins y débattent pour la beauté de l'exercice de la législation anglaise concernant la So British encore chasse à courre. Pro et contra s'affrontent aimablement, mais un des convives ne semble pas goûter la plaisanterie. Alan Querdillon, en fait, dès la première ligne du roman, une attaque en force donc, associe ce loisir prétendument sophistiqué, mais à ses yeux barbares, au concept de terreur et d'indicible. Ce qui jette comme un froid, tout particulièrement en ce qui concerne la charmante et spirituelle Elizabeth, dont tout le monde suppose qu'elle épousera un jour Alan Querdillon, qui n'a cependant pas l'air très pressé de lui proposer le mariage. Il y a une raison à cela, une raison pour le coup indicible. Une confidence toujours au coin du feu nous permettra pourtant d'en savoir davantage. Une confession, plutôt, que fait Querdillon, par la suite le narrateur jusqu'à la conclusion du roman, à l'individu en creux et plus qu'ensommeillé qui est pour l'heure notre narrateur, et qui adopte donc un point de vue extérieur face aux troubles de son ami. Une raison de plus, à vrai dire, d'envisager l'ensemble comme étant un rêve ou un cauchemar. D'autant qu'à un second niveau, Querdillon lui-même présente les choses ainsi. Bon, je vous renvoie à la préface de Xavier Mauméjean. Mais Alan Querdillon prend alors la parole et la conservera donc jusqu'à la dernière page. Il a quelque chose à raconter, une expérience très improbable qu'il a vécue durant la guerre, ou qu'il croit avoir vécue, bon. Querdillon était un lieutenant dans la marine britannique. Il a été fait prisonnier par les Allemands lors de la bataille de Crète en 1941 et déporté dans un camp en Allemagne avec ses semblables. Mais pas question pour eux de sombrer dans le fatalisme, ambiance la grande évasion. Mais tout cela demande du temps et le plus grand soin. Querdillon a aidé à l'évasion de plusieurs soldats britanniques, mais sans en bénéficier lui-même. Il ne tente véritablement le coup qu'en 1943, et ça se passe mal. Perdu dans la forêt, le soldat est soudain affecté par un phénomène qu'il ne comprend pas loin du monde, et il se réveille dans une chambre d'hôpital au personnel allemand. Semi-conscient, il peine à comprendre où il se trouve et ce qui lui est arrivé. Les infirmières et le docteur se montrent plutôt serviables finalement. Traiter ainsi un prisonnier de guerre qui a raté sa tentative d'évasion... Il y a décidément des choses qui ne collent pas. Des bizarreries çà et là dont notre convalescent ne prend conscience que petit à petit. Jusqu'à ce que la révélation tombe, nous ne sommes pas en 1943, mais en l'an 102 du Reich de Milan. Car les nazis ont gagné ce qu'ils appellent la guerre des droits germaniques, il y a bien longtemps de cela. Comment croire une chose pareille? C'est impossible, c'est totalement fou. Alors Querdillon doit être fou. Ou bien tout ceci n'est-il qu'un mauvais rêve suite à quelque traumatisme dû à l'échec de sa tentative d'évasion? Quand le lieutenant nous fait le récit de ses aventures, de toute évidence, revenu de son expérience, il n'est toujours pas fixé à ce propos. Mais ces aperçus du Reich du futur avaient cependant une ampleur et une cohérence qui ne semblent guère ressortir de la logique aléatoire des rêves. Même si, bizarrement, ceux qui l'envisageaient tout naturellement comme ses bourreaux, et sans doute à bon droit, ne semblent guère pressés d'en finir. Par sadisme alors? Ce n'est même pas sûr. Reste que le temps de se rétablir de son accident, faisant intervenir un gadget scientifico-technologique en rien développé et en forme de prétexte, même s'il reviendra à la toute fin du roman, notre héros bénéficie donc d'un certain temps pour appréhender ce futur alternatif. Et le tableau est assurément déconcertant. D'un côté, il s'agit bien d'un monde futuriste, ce qui ressort donc essentiellement de la science et de la technique. Les rayons dont il a été la victime ne sont pas les seules innovations du genre, mais les autres sont sans doute plus terrifiantes encore, ainsi une sorte d'ingénierie génétique odieuse mêlée de psychochirurgie qui a réalisé les fantasmes des nazis concernant la race forcément inférieure des Slaves réduits de nouveau à l'état d'esclaves et privés par la science, dans une optique utilitariste, de tout ce qui serait superflu au regard de leur rang et de leur fonction, autant dire de tout ce qui en faisait véritablement des humains. Mais d'un autre côté, ces miracles sordides d'une science barbare, dans le prolongement des expérimentations odieuses d'un Mengele, peinent à masquer la réalité d'un monde qui, globalement, a clairement régressé. Dans la grande forêt d'Akelnberg où se trouve l'hôpital dans lequel Querdillon reprend des forces, et sans avoir la moindre idée de comment il est arrivé là, le Reich global semble s'effacer devant la réalité autrement palpable d'un fantasme médiéval, du haut Moyen-Âge plus précisément, où l'aristocratie nazie des Gauleiter, paillards, a des relents de barbarie triomphante, au-delà de leur psychologie empruntant au plus tardif tortionnaire de Schelling. Cela n'est sans doute jamais aussi vrai qu'en ce qui concerne le comte Hans von Hackenberg, le grand veneur ou grand maréchal de louveterie du Reich, un titre qu'il a hérité de Hermann Göring lui-même. Longtemps inaperçu, mais sans cesse évoqué comme une menace omniprésente et quasi divine, il se révèle enfin comme le type idéal du barbare germanique sous le masque d'un monstre froid, qui emprunte peut-être aussi parfois à la furie des Vikings. Mais l'homme est avant tout défini par sa charge qui est en même temps son loisir.
Hackenberg est un chasseur, il vit par et pour la chasse. Ceci, Alan Querdillon en prend assez vite conscience, car depuis sa chambre d'hôpital, et le plus souvent de nuit, il entend littéralement la chasse, le son de son corps, et les autres sons qui y sont associés, les aboiements des limiers au premier chef. Ce dont Querdillon n'a pas idée, c'est de la nature du gibier que prise avant tout le comte. Il en fera bientôt les frais, car il s'agit, pour le grand veneur, de traquer la plus habile des proies, l'homme. Et passé cette mise en jambe consistant à découvrir cet univers, Alan Querdillon sera ainsi lâché dans la forêt, les limiers à ses trousses et le son du corps qui approche sans cesse. Et c'est bien là le cœur du roman, son trait essentiel et caractéristique. Il n'est cependant pas la seule proie humaine du conte, il en croise d'autres dans la forêt, de manière plus ou moins plausible à vrai dire. Ainsi de ce Français devenu fou, ou surtout de Kit, cette Anglaise associée au semblant de résistance qui demeure dans son pays, et que son ascendance plus ou moins arienne a préservé de l'assassinat pur et simple, mais certes pas de la chasse, toujours relancée. Au cœur même de la chasse, Querdillon a donc d'autres occasions de découvrir la tragique réalité de l'Europe en lançant du Reich de 1000 ans. Les proies des hommes, surtout des femmes en fait, comme Kit, revêtues d'un improbable costume de daim. Les femmes ne sont cependant pas cantonnées au seul rôle de proie, elles peuvent aussi participer à la traque, étrange créature redessinée par les fantasmes nazis en félines aux griffes acérées. Le tableau a d'abord quelque chose d'un peu cocasse, voire ridicule. Mais au fond, l'entreprise de déshumanisation demeure la même. Elle affecte peut-être tout particulièrement les femmes, car leur ascendance éventuellement supérieure, au fond, ne les exempte en rien du sort tragique des inférieurs. C'est que la traque a une dimension érotique ou sexuelle, pour le coup assez marquée, et sans guère d'ambiguïté. Les personnages s'en font de temps à autre l'écho. Il y a plus dans tout cela cependant qu'un banal jeu de rôle, alors au sens psychosexo-adibal, tout juste un brin pervers. C'est une question d'échelle, et en fait de fantasme, on atteint bien vite les outrances des plus terribles des utopies sadiennes. Oui, décidément, ces nazis nous ramènent à Seeling. Un monde cauchemardesque, essentiellement carcéral et aliénant, reposant sur la déshumanisation des faibles par les forts, à même, en raison de leur force, de laisser libre cours à leurs fantasmes les plus sordides, jusqu'à en extraire une éthique d'un autre ordre, une éthique néanmoins, et peut-être finalement d'une essence supérieure. Dès lors, bien avant Sade, nous pouvons en fait remonter à la fiction de Calliclès dans le Gorgias de Platon, ou, plus proche des préceptes avancés par les nazis, à un Nietzsche dont la pensée serait phagocytée par le seul concept de volonté de puissance plus ou moins bien compris. Mais la philosophie a-t-elle vraiment sa place dans un monde qui semble glorifier les passions et leur satisfaction égoïste ? C'est aussi en cela que nous pouvons parler de fantasme, et sous cet angle, le comte von Hackenberg et ses larbins ne sont certes pas aussi portés à disserter sur le monde, la nature et l'homme, entre deux crimes, que les libertins sadiens. Enfin, il y a peut-être également fantasme, car le roman semble traduire une forme d'excitation à cet égard chez l'auteur, et une tentative au moins de communiquer cette excitation au lecteur. Et en cela, le son du corps peut tout autant évoquer, plutôt qu'un Sade qui a finalement acquis, en 2 siècles, sa légitimité de grand écrivain, un cinéma d'exploitation postérieur au roman est particulièrement cracra. Au premier chef dans le sous-genre improbable dit Nazisploitation ou Gestaporn, si, mais pas seulement, on peut penser aussi au Mondo, je suppose. C'est un trait qui a souvent été relevé dans les critiques du roman, semble-t-il, et qui en a amené plus d'un à se pincer le nez devant tant d'horreur. Réflexe qui n'a sans doute rien de bien surprenant. On ne fait pas autrement à la lecture de Sade, et c'est bien le propos, même si là encore on peut donc sans doute dériver vers une nazisploitation nettement moins prestigieuse, et sans doute nettement moins défendable dans l'absolu. Dès lors, comme Éric Béhenriet dans l'ouvrage cité, où il reprend notamment Kingsley Amis et Brian W. Aldiss, on a pu parler d'un roman répugnant, en précisant comme un gore avant l'heure, ce qui est une chose, mais aussi d'un roman ambigu, suspect. Je ne crois pas que ce roman soit en tant que tel ambigu ou suspect. Le héros demeure Alan Querdillon, et le personnage le plus admirable du roman, la courageuse Kit. Le comte von Hackenberg personnifie un ennemi autrement différencié, et s'il est d'une certaine classe à sa manière barbare, tout en charisme froid affichant sa supériorité intrinsèque sur tout le reste du monde, les Gauleiter de son entourage sont quant à eux des êtres proprement répugnants et éventuellement ridicules. Mais dans tous les cas, les nazis représentent plus que jamais le mal. Il n'y a aucune ambiguïté à cet égard. Le roman est finalement assez moral, même au sens le plus conventionnel du terme, encore qu'il s'autorise ça et là quelques piques plus mordantes, ne serait-ce justement que dans l'introduction du récit, portant sur la législation concernant la chasse à courre. Ce qui pourrait aller dans ce sens de l'ambiguïté supposée du roman, c'est, dans sa dimension de fantasme, l'excitation qui perce ça et là. Elle me paraît difficilement niable. Pour autant, je ne me sentirais vraiment pas de balancer le son du corps dans la poubelle avec les titres les plus pathétiques de la Nazisploitation, autrement hypocrite à cet égard. Chez Sade, cette notion d'hypocrisie se part d'autres atours au travers d'une ironie cinglante et, disons-le, souvent réjouissante. Il y a peut-être un peu de ça dans le son du corps, mais sans garantie.
L'outrance du divin marquis, par ailleurs, ne l'exclut pas du champ éthique pour autant. En fait, bien au contraire, on a pu dire qu'il faisait œuvre de moraliste, même si en subvertissant la notion conventionnelle de morale. Sarban ne va certes pas jusque-là. Si les 120 journées de Sodome demeurent un livre monstrueux, mais d'autant plus fascinant, le son du corps ne joue tout simplement pas dans la même catégorie. Ce livre prétendument répugnant, ambigu, suspect, est en comparaison parfaitement inoffensif. En fait, à ce stade, la comparaison est même totalement absurde. Mais ce livre inoffensif n'est pas sans force pourtant à l'occasion, car l'excitation est bel et bien là, intimement associée à l'horreur, ce qui n'exempte pourtant en rien de sa dimension érotique essentielle. Il s'agit plutôt d'affirmer un caractère indissociable entre les deux. Et c'est ce qui fait l'intérêt de ce genre d'ouvrage après tout, même si, soyons clairs, je ne peux certainement pas placer le son du corps au même niveau que, disons, la philosophie dans le boudoir. Se pincer le nez, c'est sans doute un réflexe compréhensible, mais il est surtout regrettable, car en même temps qu'il salue paradoxalement, mais sans toujours bien s'en rendre compte, la pertinence de l'œuvre, il dispense de toute approche critique au seul motif d'une morale censément primordiale, la pire des morales, celle qui consiste en œillère. Alors on jette Sade parce que Sade, et ça me dépasse totalement. Jeter le son du corps sur ses bases n'aurait sans doute pas le même impact, mais n'en serait pas moins regrettable dans l'absolu. En fait, et sans originalité aucune, je suis tenté ici de faire appel à un autre auteur, que l'on avait dit lui aussi, comme ses œuvres, répugnant, ambigu, suspect. Oscar Wilde, donc, dans sa superbe préface à son portrait de Dorian Gray. Une citation n'est certes pas un argument, mais elle a l'avantage de l'élégance. Il n'existe pas de livre moral ou immoral. Les livres sont bien ou mal écrits, voilà tout. Un artiste n'est jamais morbide, l'artiste peut tout exprimer. Exactement. Le son du corps sera un bon roman ou un mauvais roman au regard des critères éventuellement techniques propres à l'art littéraire. La morale, elle ne doit pas nous brider, jamais ce serait lui faire insulte. Forces et faiblesses donc, et là les choses se compliquent peut-être un peu. Ces derniers paragraphes ont pu donner l'impression que je défendais à tout crin le roman. Je n'entendais en fait que le préserver des critiques à mes yeux infondées car uniquement d'ordre moral. Le son du corps est-il un bon roman? En fait, je suis pas bien certain de ce que j'en pense au juste. Un point d'emblée, que le roman soit bon ou moins bon, je suppose que sa réédition est plutôt bienvenue. Convaincant ou pas, il est de toute façon intéressant. Dans la perspective patrimoniale qui semble être à l'heure actuelle celle de Mnemos, c'est un choix plus pertinent que bien d'autres. Qui a dit Brian Indicible Lumley? Mais cela ne suffit bien évidemment pas. Le roman a ses points forts, c'est indéniable. Son entrée en matière sobritiche a quelque chose de joliment ironique qui happe à 100 balles le lecteur, ou du moins l'intrigue. Puis les séquences de survival sont globalement bien conçues. Avant même qu'Alan Quardillon ne se retrouve en l'an 2 du Reich de Milan, en fait, le camp de prisonniers et l'évasion qui tournent mal, c'est pour le moins efficace. Mais ce n'en est que plus vrai sans doute pour la longue scène de chasse qui conclut le roman et qui constitue son véritable propos. L'horreur est là, à chaque page ou presque, et le sentiment de déshumanisation qui accompagne la chasse ne laisse pas indifférent. Dans son principe, la traque gagne à la thématique uchronique nazie un vernis esthétique cauchemardesque, si j'ose dire, qui ne rend son horreur que plus palpable et saisissante. Pour autant, le son du corps n'est pas sans défaut, qui font la balance avec ses qualités au moins. Un problème essentiel concerne le rythme du roman qui n'est pas toujours très assuré, surtout quand il s'agit pour l'auteur de poser son univers. Le didactisme l'emporte régulièrement sur la plausibilité et la narration empathie. Entre le moment où Alan Quardillon s'évanouit en 1943 et celui, passé l'ellipse brutale, où la chasse débute véritablement en l'an 102 du Reich de Milan, nous avons une longue séquence qui, certes, a ses bons moments, mais se perd bien trop souvent et bien trop longtemps dans une sorte de visite guidée absolument dénuée du moindre affect. La logique des rêves, on pourrait peut-être l'avancer, mais c'est un prétexte qui ne me convainc guère. Dans une histoire certes où tout ou presque est prétexte, au fond, on s'en doute, la chasse l'emporte sur le contenu du chronique, même si je conserve le terme du chronique pour qualifier ce roman à titre personnel. Ce qui passe malgré tout pour le phénomène opérant le passage entre deux mondes, ou du moins deux époques, a quelque chose de totalement improbable quand le médecin fait faire le tour des installations à son patient, sans jamais véritablement s'étonner de son caractère anachronique. Mais après tout, Quardillon lui-même, passé les premiers temps de doute, presque en forme de concession au genre, se met à accepter tout ce qu'on lui présente comme si cela n'avait absolument rien d'étonnant et même d'horrible. Jusqu'à la chasse, en fait, interrompue dans son déroulé par des rencontres plus ou moins pertinentes. Même la plus importante d'entre elles, c'est-à-dire celle de Kit, débouche sur des conversations plus qu'improbables en pareil contexte. La chasse s'interrompt suffisamment longtemps pour que la jeune fille détaille comment les choses se déroulent en Angleterre. Mais à vrai dire, le déclenchement même de la chasse a quelque chose de totalement artificiel et qui a de quoi laisser perplexe. Le conte en décide sur un coup de tête, bon, admettons, cela peut faire partie du personnage, et la longue entrée en matière en forme de visite guidée qui précédait n'en est que plus improbable. Bien sûr, il faut aussi mentionner quelques idées à la limite infime du ridicule, voire carrément au-delà. Ainsi, les costumes de chatte ou de biche que portent les femmes de ce temps,
Le fantasme, dans ces occasions bien précises, dérape sévèrement, et cela produit un contraste guère inspiré avec le sérieux mortel et terrible des événements décrits. Tout cela forcément ne bénéficie pas exactement à la narration. Enfin, il y a le style, au mieux médiocre, souvent insipide, parfois maladroit. La traduction n'arrange probablement rien à cette affaire et la dépoussiérée aurait pu bénéficier à cette réédition. Conclure n'en est que plus compliqué. Un bon roman, Le son du corps, très honnêtement, je ne sais pas qu'en penser. J'ai été partagé tout au long de ma lecture entre le positif et le négatif, sans jamais être vraiment en mesure de décider que l'un l'emporte sur l'autre. Dès lors, son statut de document intéressant, je le conçois fort bien, n'est guère enthousiasmant pour qui cherche seulement à lire un bon livre, attente assurément légitime. Je ne regrette pas cette lecture, certainement pas, car quant à moi j'ai bel et bien été intéressé. Et le questionnement moral autour du roman de Serban a sans doute contribué à cet intérêt personnel. Je suppose que nous pouvons nous accorder sur ceci, ou du moins je le souhaite. Les qualificatifs employés par Éric Béhenriet et ses sources dans l'histoire revisitée, et qui relèvent de la morale au sens le plus conventionnel, sont hors sujet. Reste quoi? Une uchronie, peut-être. Un roman séminal, probablement. Des pages d'horreur impressionnantes, oui. Une part de fantasme glauque qui épice l'ensemble, aucun doute. Mais aussi un rythme défaillant et une narration qui en fait les frais. Un jeu d'équilibriste avec le risque de se vautrer dans le ridicule, pas toujours bien négocié. Une plume insipide et qui a plutôt mal vieilli. Sur ces bases, eh bien, ma foi, c'est à vous de voir.